Moi, j'ai pas de genre. J'ai assez d'avoir un sexe. On sait plus c'est quoi un homme, on sait plus c'est quoi une femme. Puis on est dans une confusion puis une perte de repère totale. Ben, quand il est rendu à 18 ans, là, la moitié de sa vie, il était considéré comme trans. Donc, comment il peut se remettre en question? Là? C'est de la manipulation pure et simple d'un organisme comme Statistique Canada. Bonjour, bienvenue à Juste pour savoir, cette émission d'intérêt public où je reçois des invités pour parler d'enjeux qui nous concernent tous. Chaque invité que je reçois parle en son nom et exprime ses propres opinions. Je tiens aussi à dire que toutes les discussions qu'on a ici se font dans le respect et l'ouverture d'esprit et il n'y a rien qui se dit ici qui est fait dans le but de blesser qui que ce soit. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou, la communauté LGBTQ et le féminisme. Pour parler de ça, j'ai 3 invités que je vais présenter maintenant. Je vais commencer par la personne à ma droite, Michèle Sirois. Bonjour. Bonjour. Michèle, vous avez enseigné l'anthropologie et la sociologie de nombreuses années et vous avez coécrit de nombreux ouvrages, dont Pour les droits des femmes à Boréal et Identité, race et liberté d'expression. En 2022, vous êtes une des co-auteurs du livre Ventre à louer qui porte sur le recours aux mères porteuses. En 2013, vous avez cofondé le groupe féministe PDF pour le droit des femmes, PDF Québec, dont vous êtes actuellement la vice-présidente. Vous avez constamment défendu les enjeux touchant les droits des femmes. Merci d'être là. J'enchaîne avec Réa Jean. Réa, vous possédez un doctorat en philosophie en plus d'être une militante féministe. Vos écrits portent sur le féminisme, les rapports entre hommes et femmes, le corps et la sexualité. Vous avez publié un livre sur la prostitution, l'intime et le marché aux presses de l'Université Laval. Vous vous intéressez depuis plusieurs années aux enjeux liés à l'identité de genre. Vous avez publié sur ce sujet dans les livres Liberté surveillée chez Le MEAC et Identité, race et liberté d'expression. Et je termine avec Annie-Ève Collin. Vous avez étudié en philosophie, mais vous avez aussi suivi des cours dans d'autres disciplines, dont la sociologie, y compris un cours centré sur les questions de sexe et de genre. Vous vous intéressez notamment à la philosophie des sciences et à l'éthique. Vous êtes une ardente défendresse de l'approche scientifique et de la pensée rationnelle, ainsi que de la liberté d'expression. Moi aussi. Merci d'être là. On va commencer tout de suite en parlant de la grande question du féminisme. Moi, quand je me suis dit que j'allais faire une émission sur le féminisme, je pensais en faire juste une. J'avais pas réalisé à quel point il y avait beaucoup de ramifications. J'aimerais ça qu'on définisse le mot féministe, si ça vous tente de vous lancer dans ça. C'est assez vaste, là, mais ça veut dire quoi être féministe aujourd'hui en 2022? Bien, en 2022, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. C'est le mouvement des femmes qui a pris naissance depuis quelques centaines d'années, mais notamment au Québec, depuis la Révolution tranquille, le droit de vote des femmes avant, a travaillé pour que les droits des femmes soient égaux aux droits des hommes. Alors, à la base, c'est ça qui a uni les féministes. Oui, mais là, ça s'est mis à se diviser avec des idéologies intersectionnelles où on a ajouté les droits, aux droits des femmes, les droits de différents groupes sociaux. Donc, on en revient à la communauté LGBTQ, ça fait partie de... Moi, j'aurais des choses à... Vous ne considérez pas que la communauté, c'est le mot qu'on devrait prendre pour définir? Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu, exemple au Québec, en 2013, un mémoire pour une loi, c'était le Conseil québécois des gays et des lesbiennes. On ne parlait pas de T, parce que c'était l'orientation sexuelle. Oui. Alors, LG, puis après, c'est ajouté bisexuel, lesbienne, gay, bisexuel, c'est l'orientation sexuelle. Les T se sont ajoutés, exemple en 2015, avec un règlement sur la mention de sexe à l'état civil. Et là, le règlement T qui est arrivé. Au fédéral? Non, au provincial. On parle du provincial. Au Québec. OK, en 2015. Et là est arrivé le Conseil québécois des gays et lesbiennes, s'est transformé en Conseil LGBT. Puis là, on s'est mis à s'ajouter le Q. C'est le mouvement, une idéologie queer qui s'est mis là-dedans. Et là, on a commencé à changer les choses. La confusion, moi, c'est le thème, entre autres, que je veux développer aujourd'hui, de la confusion à la contagion. La confusion à la contagion. De la confusion à la contagion. De la confusion. OK, parfait. On pourrait y revenir. Merci. J'aimerais ça. Aujourd'hui, on parle particulièrement de la distinction entre le féminisme universaliste et intersectionnel. Est-ce que ça vous tente de définir un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces termes-là? Qu'est-ce que ça signifie?
Oh, ben, le féminisme universaliste, c'est vraiment les droits des femmes de manière universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. On ne fait pas de distinction. Ben, Michel, je pense qu'elle connaît plus ce terme-là que moi. Moi, j'ai plus travaillé sur le féminisme radical, là, mais c'est plus les droits des femmes. Si je peux interjecter quelque chose, en fait, l'idée je connais moins le féminisme que mes deux consoeurs, mais d'après mes lectures, le féminisme radical et le féminisme universaliste vont partir de l'idée que les femmes sont historiquement discriminées et même victimes de violences sur la base de leur sexe et que le travail des groupes féministes, c'est de dénoncer cette forme de discrimination-là et de lutter contre ça. Et ça veut absolument pas dire que les autres causes sont sans importance. Alors, c'est pas que les féministes intersectionnelles ont tort de dire qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, une femme qui est noire dans un contexte où il y a du racisme anti-noir, elle risque d'être victime de discrimination en tant que femme et en tant que noire. Et l'idée que en tant que femme noire, elle peut même vivre certaines formes de discrimination qui seraient vécues ni par un homme noir, ni par une femme blanche. C'est vraiment une situation toute particulière. L'idée se défend parfaitement. Seulement, les droits des différents groupes... Bon, ici, je vais parler en tant qu'experte en éthique. En éthique, on a une notion qu'on appelle le dilemme moral. Il y a différentes valeurs, différents principes qui sont tous importants, mais dans l'application, il arrive que des principes entrent en conflit puis qu'il faille trouver des solutions pour équilibrer. Mm-hmm. Puis, même quand on parle de droits humains, les droits humains sont tous aussi importants que les uns que les autres, mais il arrive que l'exercice d'un certain droit et d'un certain autre droit entre en conflit, et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver des solutions pour équilibrer. Je vais donner un exemple très simple pour illustrer. Si vous prenez le droit du travail, si on fixe un salaire minimum, on brime la liberté de quelqu'un qui serait prêt à travailler pour un salaire plus bas, mais en même temps, on protège le droit de l'ensemble des travailleurs à un revenu décent. Alors, où est-ce qu'on met la limite? Où est-ce qu'on met l'équilibre? Souvent, c'est difficile de trouver la meilleure solution possible. Puis, de la même manière, il est possible, par exemple, que ce que demande la minorité trans et ce dont les femmes ont besoin entre en conflit. Pas parce que les personnes trans souhaitent faire du mal aux femmes, c'est pas ça du tout. Mais ça pourrait être d'autres groupes aussi dont les droits entrent en conflit. Vous pouvez penser, par exemple, dans le milieu de la médecine, la liberté de religion d'un médecin peut faire en sorte qu'on ne l'oblige pas à pratiquer un avortement ou à pratiquer l'aide médicale à mourir, sauf qu'il y a le droit des patients. Donc là, le médecin est obligé d'indiquer un autre médecin qui... Mais juste avec ça, il participe au processus. Oui, je comprends. Alors, les conflits entre les droits, ça existe. Puis il faut aborder ça de manière sereine en comprenant que les droits de tout le monde sont importants. C'est là que ça devient compliqué. Mais quand les femmes défendent leurs droits puis disent, il y a des menaces à nos droits à cause de certaines revendications des trans, là, automatiquement, vous êtes transphobe. Non, c'est tout simplement... Ça verrouille le débat tout de suite. C'est ça. Il est là le problème. Moi, je voulais juste ajouter parce que dans le fond, le féminisme, là, à la base, ça a toujours été de lutter contre les stéréotypes sexuels. Les discriminations aussi. Oui, mais tu sais, quand on regarde tout ce qu'ont fait les féminismes dans l'histoire, tu sais, par exemple, ils vont lutter contre le fait que les femmes, mettons, pouvaient pas aller à l'école. Parce qu'on avait l'idée qu'une femme avait pas les capacités, ou c'est ça, que sa place était à la maison, etc. Elles vont lutter, par exemple,
pour le droit de s'habiller en garçonne, comme on appelait là, au début du 20e siècle. Donc, ce genre de choses-là que les féministes, dans le fond, se sont toujours battus contre ces stéréotypes-là pour les remettre en question, pour dire, dans le fond, qu'une femme, ben, ça peut s'exprimer de toutes sortes de façons, ça peut avoir toutes sortes de vies, pas juste être mère à la maison, mais être intellectuelle, etc., etc. Donc, c'est pour ça que là, tu sais, maintenant, on est dans une société, dans une époque où est-ce qu'on nous impose une définition des femmes qui est une vision, qu'une femme, la définition d'une femme, ça serait par le genre. Oui, c'est ça. Ça serait une certaine façon d'agir ou de s'habiller, etc. Ouais. Et c'est pour ça que ça va à l'encontre de ce que les féministes ont toujours fait. Oui. Michel? Moi, j'ajouterais aussi que les femmes ont gagné des droits sur la base de leur sexe biologique. Droit à l'avortement d'un certain sens, hein, concret, pas décrété dans les lois, mais en concret, elles ont droit à l'avortement. Eh bien, et une tonne de droit de vote, bien, tout le monde connaît ça, mais ces droits-là, on est en train de les perdre du fait qu'on est en train de glisser le sexe, et c'est là l'idéologie queer est nocive, d'après moi, parce que veulent effacer la binarité des sexes. Ça n'existe plus, ça, les sexes féminins. C'est tout le monde, c'est le genre seulement qui compte. Et à ce moment-là, on est en train d'enlever des droits qui sont inclus dans la charte des droits et libertés. Parce qu'on ne se base plus vraiment sur le sexe biologique pour définir une identité sexuelle, on se base sur le genre. Mais il n'est même pas défini. Mais comment qu'on le définit, le genre? Justement, il n'est pas défini. Écoutez, il y a des millions de personnes au Canada qui ont rempli un recensement en 2021, l'année passée. Hein? La question 2, que tout le monde a rempli, c'était quel était le sexe à la naissance. Pour être sûr que le monde comprend, ils ont ajouté par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance. Assigné. Assigné. D'accord. Est-ce qu'un médecin va dire, oui, moi, j'ai assigné un sexe féminin, masculin? Dispatch les sexes, oui. Ça ne marche pas comme ça, ça a l'air. La deuxième question, 3, c'est encore pire. Quel est le genre de cette personne? Est-ce que les millions de Québécois qui ont rempli ça, est-ce qu'ils comprenaient ce qu'on entendait? Là, le sexe était déjà pas clair. Et puis, le genre, par genre, on entend ce qui était écrit dans le questionnaire du recensement. On entend le genre actuel qui peut différer du sexe assigné à la naissance ou celui inscrit dans les documents légaux. Fait que, vous voyez comme explication, là, le genre, c'est le genre. Puis là, tu es supposé de savoir c'est quoi. Et puis après, il y a un choix. Masculin, féminin, ou bien... L'autre, c'était ou préciser le genre de cette personne, puis il y a une longue question, tu précises. À développement. À développement, c'est une question ouverte. Quels résultats ils ont obtenus avec ça? Eh bien, près du tiers des personnes qui, eux, ont mis dans non-binaire sont des personnes qui ont employé un autre mot que non-binaire. Pour dire non-binaire? Bien, c'est-à-dire que Statistique Canada a interprété. Alors, les gens ont mis toutes sortes de choses là-dedans. Et le résultat de ça... Il y en a combien de personnes trans ou de non-binaires au Canada? Ils sont arrivés à 0,33 %. Même avec des questions un petit peu litigieuses scientifiquement. 0,33 au Canada. Oui. Trans et queer. Et non-binaire. Et non-binaire. Okay. Mais avec une idéologie. Toutes les autres, on a été étiquetés... Homme-femme. Non. Cisgenre. Femme, cisgenre, homme, cisgenre. C'était interprété après. Terme qui serait intéressant de définir, parce que moi, cisgenre, j'avais pas jamais entendu ça, sauf qu'il y a quelques temps. En fait, moi, je serais très curieuse de savoir comment ils ont interprété mes réponses. Parce que moi, je n'ai pas ça, un genre. Non? Moi, j'ai assez d'avoir un sexe. Alors, Selon toi, le genre, ça n'existe pas? C'est un concept qui réfère à rien de précis. Puis je pourrais développer plus là-dessus tout à l'heure, parce qu'il y a 2 définitions, dont une qui est même pas une vraie définition. Mais moi, j'ai pas de genre. J'ai assez d'avoir un sexe. Alors, j'ai coché sexe féminin. J'ai utilisé la partie commentaire à la fin du formulaire pour dire, par contre, mon sexe ne m'a pas été assigné. Il a été constaté. Ouais, OK. Et dans genre, j'ai coché autre, puis j'ai spécifié aucun.
Alors, je me demande si j'ai été... Parce que comme dit Michel, comptabilisé, ils ont interprété. Alors, est-ce qu'ils m'ont classé comme non-binaire ou comme cisgenre? Je ne suis pas cisgenre. C'est quoi cisgenre? Parce que les documents officiels, y compris les documents produits soit par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Québec, ou ceux que vous pouvez lire dans les départements d'université où on aborde ces questions-là, ils vont dire qu'une personne cisgenre, c'est une personne dont l'identité de genre ou encore le genre ressenti est conforme au genre assigné à la naissance. Au sexe ou parfois, ils disent le genre assigné à la naissance. Parfois, ils disent le sexe assigné à la naissance. Parce que ça, c'est un point. Il y en a qui disent que quand un médecin dit aux beaux-parents c'est un garçon, qu'il assigne un genre. Le mot garçon n'a jamais servi à référer à un genre. Un garçon, c'est un jeune mâle de l'espèce humaine. Oui, dans la définition du dictionnaire. Là, puis la définition usuelle, la majorité des gens utilisent les mots garçon, fille, homme, femme en fonction du sexe. Ce n'est pas parce qu'ils confondent sexe et genre. C'est vraiment parce que ces mots-là réfèrent directement au sexe. Il n'y a qu'une minorité de personnes. Ils ont décrété que ces mots-là référaient au genre, mais bon, ils peuvent décider d'utiliser des mots d'une nouvelle manière. Ils ont cette liberté-là, mais ils ne peuvent pas décréter pour tous les autres que ces mots-là changent de sens. Changer le lexique de Et tout le ils monde. ne peuvent pas non plus, c'est illégitime d'interpréter les propos de quelqu'un selon ta définition des mots, alors que vraisemblablement, lui, il utilise les mots selon les définitions les plus communément admises. Alors, où je voulais en venir, je vais juste terminer sur le concept de personne cisgenre. Je ne suis pas cisgenre parce que je n'ai pas de sexe assigné à la naissance. J'ai juste un sexe constaté. Je n'ai pas de genre assigné à la naissance. Je n'ai ni identité de genre, ni genre ressenti. Ça n'a aucun sens. Je ne me sens pas femme. Je suis une femme. C'est une réalité concrète avec laquelle je vis. Basée dans une science observable, de la biologie. Et voilà. Alors, par définition même, moi, je vais affirmer, les personnes cisgenres, ça n'existe pas. C'est un concept qui ne réfère à rien de réel. À dire que c'est extrême. Mais en plus, Statistique Canada, qui a une réputation internationale, ils nous ont piégés avec le questionnaire en ligne. Parce que tu peux pas passer à la question 4 obligatoire sans passer la question 2 et 3. Ben non, OK. Sauf que moi, j'ai fait venir le questionnaire écrit exprès. Faut ça prend une certaine détermination quand même. Faut biffer la question 2 et 3 parce qu'aussitôt qu'on répond quelque chose autre, on est toutes classées dans les non-binaires. Donc, quand ils arrivent ils vont pas lire les réponses? Ben non. Fait que le autre, ça s'en va dans non-binaire? Non, ça dit tout que le tiers des personnes non-binaires décrivent leur genre à l'aide de d'autres termes que non-binaires. Ah, OK, je comprends. Okay. Mais c'était les réponses à la question ouverte. Je comprends. OK? Alors, donc, il y avait un piège. Il y avait un piège. Ben oui, je l'ai bien vu. Fait que moi, je rentre pas dans ce piège-là. Ouais. Mais après, on voit que ce chiffre-là, il a beau être petit, il est déjà exagéré par la non-scientificité du questionnaire du recensement. Le 0,33. Le 0,33. Puis là, tout le monde s'appuie là-dessus. Hey, c'est Statistique Canada. Personne n'a une perspective critique qui avait un biais. Puis après l'interprétation, tous ceux qui sont pas dans le 0,33, là, ben, c'est une grosse majorité, n'est-ce pas? C'est 98, 99. Eh bien, eux autres, ils sont 6 genres. Ils sont 6 femmes, 6 hommes. Alors, le langage queer, c'est une idéologie, c'est un langage, et maintenant, il pénètre partout, dans les écoles, les cours, à la télévision, vraiment dans les organismes internationaux. Le gouvernement, politisé, il vient de passer une loi. Projet de loi 2 qui vient d'être accepté le 8 juin, sanctionné 8 juin. On est juste à quelques mois là, de ça, 3 mois. Eh bien, ça, c'est... il y a 3. Il y a féminin, masculin, la mention de sexe, féminin, masculin, et puis non-binaire. Donc, ils sont vraiment dans
le langage queer qui est rendu au gouvernement. Oui, parce que non-binaire, finalement, ça peut pas être dans la biologie. Il faut absolument que ce soit dans l'idéologie du genre. Ben, c'est ça. C'est ça. Et comment on est arrivé à ça? C'est qu'il y a un lobby. C'est pas la question. On n'est pas pour la discrimination du tout des personnes transgenres, transsexuelles ou autres, là. Pas de problème. On est contre la discrimination, les injustices dans le logement, le travail, les droits sociaux. Ouais. On est à faveur de ça. On a trop travaillé pour nos droits pour les refuser aux autres. Exact. Sauf que quand ça arrive que ça va être interprété contre les droits des femmes, là, on dit un instant. Au On secours. pourrait y revenir aussi où ça Exactement. touche aux droits des femmes, parce que c'est là qu'il y a un enjeu, en fait. Parce qu'il y a des lobbies. Le lobby, parce que pas les personnes trans qui est problème, c'est les lobbies des transactivistes. Les activistes, c'est ça. Ils sont très puissants, hein, Qui sont internationalement organisés. Oui, c'est ça. C'est là qu'arrive la confrontation. Réa, vous alliez ajouter, je revenais, Réa, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben, c'est ça, le genre, dans le fond, tu sais, en fait, il y a même plus que deux définitions, là, parce que là, il y a même des gens qui vont le confondre avec sexe. Tu sais, ça arrive souvent. Avec orientation sexuelle ou avec non, carrément avec le sexe? ouais, ben, surtout les anglophones, tu sais, ils vont des fois substituer sexe à genre, puis ça a pas nécessairement, c'est pas nécessairement dans l'intérieur de l'idéologie de l'identité de genre, tout ça. C'est vraiment parce que des fois, ils ont peur d'utiliser le mot sexe. Ouais. Donc, il y a comme une panoplie d'utilisation de ce mot-là. Mais au niveau des chercheurs féministes, par exemple, les féministes matérialistes, ils ont beaucoup utilisé, c'était plus le terme rôles sociaux de sexe. OK. Qui a été un peu un synonyme aussi de genre à un moment donné. Et c'était pour, dans le fond, analyser comment, dans telle société, les rôles sociaux de sexe étaient répartis. Et évidemment, ces rôles-là d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, sont différents parce qu'il y a une évolution, parce que ci, parce que ça. Mais il y a quand même, on peut retrouver là, dans les sociétés des hiérarchies, des distinctions que les gens aiment faire entre les hommes et les femmes, qui vont au-delà des distinctions de biologie qu'on peut constater, mais on extrapole et puis on... C'est comme si on dit que tout devient un concept de société. Je lisais un article cette semaine qui disait que les hommes peuvent allaiter en disant que finalement l'allaitement au féminin était fabriqué par la société. Puis ça m'amenait à me questionner vraiment sur comment ça, il me semble, non, c'est assez biologique, je le vis, je suis enceinte. Il y a des sites Internet qui disent « les vrais hommes accouchent ». Les vrais hommes accouchent. Oui, d'accord. C'est des vrais hommes et ils accouchent. Comment est-ce possible? Ben oui. Alors, c'est que c'est des femmes qui ont changé leur mention. Ils ont peut-être eu des traitements hormonaux. Mais tout est artificiel. Puis là, ils disent que ce sont de vrais hommes. Mais moi, je pose la question, si les queers, c'est effacer le fait qu'il y a des sexes biologiques, qu'il n'y a que du genre ressenti, puis que c'est autodéterminé, eh bien, pourquoi ils veulent-ils avoir des mères porteuses? Ils ont juste à ressentir qu'ils ont un utérus et qu'ils vont accoucher, vont devenir enceintes, puis accoucher. Pourquoi est-ce que... C'est à l'extrême un peu, mais non, je comprends. Mais non, et c'est ça la logique, parce que là, si PDF Québec, on est contre les GPA commerciales, entre autres. Les GPA, c'est grossesse. Les grossesses... par autrui, c'est ça? Grossesse pour autrui. Pour autrui. OK? Ou la maternité de substitution. Ouais. Eh bien, si on dit on ne veut pas d'exploitation du ventre des femmes, étiquette, t'es transphobe, vous êtes transphobe. L'étiquette affuse assez Vous êtes des rapidement. transphobes. Mais moi, je réponds, pourquoi vous voulez avoir des ventres de femmes à votre disposition? Vous n'avez qu'à ressentir, puisqu'il n'y a plus de sexe biologique. Allez, messieurs. Réa, t'as quelque chose à dire? Non, mais je Devenez voulais juste terminer qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, il y avait, c'était pas un problème, en fait, de dire que, disons, d'évaluer le fait qu'il y avait des genres construits différemment dans la société, il y avait des rôles sociotiques, et de les critiquer, parce que c'était ça aussi le but. Ces féministes-là critiquaient
la construction des genres, la construction sociale, les rôles sociaux de sexe. Ouais. Mais là, le problème avec le mouvement, dont on parle aujourd'hui, c'est que il y a le concept d'identité de genre. Puis là, c'est plus le concept de genre en termes de, tu sais, au niveau sociologique. Là, on est dans le ressenti. Ouais. Et là, c'est très arbitraire, en fait. C'est très arbitraire. Il n'y a pas moyen de prouver c'est quoi une identité de genre, un sentiment féminin, masculin. En fait, c'est que c'est pas appuyé sur une observation scientifique. Ça devient très... Ce qui est grave, c'est que, tu sais, à partir de cette pseudo-identité de genre, ben là, il y a tout un processus médical qui peut se déclencher. Effectivement. Ouais. Puis, je veux dire, les études sur par exemple, les bloqueurs de puberté, tout ça, il peut y avoir des études scientifiques sur les effets de ces bloqueurs-là, mais la base sur laquelle ils sont donnés à des jeunes, par exemple, c'est basé sur quelque chose de non scientifique, c'est basé sur quelque chose de l'ordre de la croyance. On va y revenir aux bloqueurs de puberté parce que c'est un gros mandat, puis je vois que tu voulais dire quelque chose. Oui, il y a une chose que je voudrais dire à propos de l'idéologie queer qui rejoint mon point sur la notion de personne cisgenre. L'idéologie queer promeut l'idée qu'on ne devrait pas, comme société, imposer des identités, des étiquettes aux individus. Comme une étiquette femme ou homme, en fait. Ça, c'est des étiquettes selon l'idéologie. Oui. Mais moi, je partage certaines idées conservatrices. Puis, qui sont? Justement, comme celle-ci, l'identité de quelqu'un, oui, c'est en partie, elle se bâtit dans la relation avec les autres, avec le milieu social. On est un être relationnel. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de repères culturels. Bon, de toute façon, hommes et femmes, ça réfère à des réalités biologiques. Ouais. Ça n'a rien d'une construction sociale. Mais là, il y a une revendication qui semble très individualiste, qui semble mettre de l'avant la liberté individuelle, mais c'est une illusion parce que précisément, là, il colle à la majorité des gens l'identité cisgenre. Est-ce qu'ils nous ont demandé si on voulait s'identifier comme cisgenre? Moi, je veux pas m'identifier comme cisgenre. Et quand je le dis à quelqu'un qui adhère à l'idéologie queer ou qui le moindrement endosse la théorie du genre, c'est pas rare que je me fais traiter de transphobe ou que je me fais dire qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça me dérange parce que une personne cisgenre, ce serait quelqu'un qui a une identité de genre en conformité avec le genre assigné à la naissance. Ça n'existe pas. Je ne veux pas m'identifier. Comme vous disiez tantôt, vous, c'est pas quelque chose à quoi vous adhérez, donc vous n'avez pas envie de changer votre vocabulaire pour vous définir. C'est ça, je veux pas qu'on m'impose une identité qui est en fonction de croyances que je partage pas. Ouais. Puis je considère que ça montre que les conservateurs ont quand même raison quand ils disent que l'identité a forcément une dimension sociale parce que pour qu'eux puissent s'identifier soit comme transgenres, soit comme non-binaires, il faut que tous les autres embarquent là-dedans, puissent s'identifier aussi comme cisgenres. Mais en fait, c'est ça que Jordan Peterson dit souvent, c'est particulier parce qu'on ne sait plus c'est quoi un homme, on ne sait plus c'est quoi une femme. Par contre, n'importe qui peut dire « je m'identifie comme une femme ». Puis là, il faut tout qu'on s'entende. Mais mais c'est ça, mais on n'a pas le droit de dire c'est quoi une femme. Fait que pourquoi ça devient vraiment comme confus. Pour moi, on est dans une confusion puis une perte de repère totale de ce que c'est être un homme et être une femme, qui étaient des choses assez fondamentales dans notre définition de la société. Mais ils disent qu'ils veulent enlever les étiquettes. La vérité, c'est qu'ils veulent enlever les étiquettes avec lesquelles la majorité des gens étaient à l'aise pour en imposer d'autres. Intéressant. Alors, qui veuillent proposer des nouvelles façons de s'identifier, c'est une chose. On est dans une société libre, ils peuvent le faire. Mais là, ils ne veulent pas proposer. C'est vraiment... On n'est pas dans la discussion. On est obligé... En fait, ils devraient proposer un terme pour se définir au lieu de prendre
le terme femme pour se définir, par exemple. Personnes, et vouloir changer la définition, puis que nous, on est obligé d'utiliser un autre terme. Mais moi, je veux pas non plus utiliser le terme cisgenre, parce que moi non plus, je suis pas cisgenre. Moi non plus. Bon, on n'a pas de cisgenre à table aujourd'hui. Pas de cisgenre. Je suis femme parce que j'ai un corps de femme, mais pas parce que j'agis d'une certaine façon ou d'une autre. Où est le mensonge dans cisgenre ou cis-femme? C'est que les femmes ont fait un mouvement social de groupe pour aller chercher de nouveaux droits, enlever des tabous, OK? Ils ont dit, oui, on peut s'habiller, on n'est pas obligé de s'habiller en robe, se maquiller, etc. Ils ont gagné des droits collectifs. C'est un mouvement. Donc, ça ne veut pas parce que je suis une femme biologique et que je suis nécessairement je suis d'accord avec les stéréotypes. S'il nous identifie ces gens, c'est qu'il vient de dire que la personne qui a écrit ce genre féminin est nécessairement pour Statistique Canada puis les autres qui vont répéter blablabla, là, qui n'ont pas de réflexion, eh bien, ils vont dire que c'est des cisgenres, que la majorité, c'est des cis-femmes. Non, c'est un vocabulaire qui a été plaqué après que les gens ont répondu à un questionnaire qui n'est pas expliqué. C'est de la manipulation pure et simple d'un organisme comme Statistique Canada. Ils vont m'éliminer de la liste. Oui, probablement. Vous n'aurez plus besoin de faire le recensement jamais. Hein? Oui, je vais l'avoir quand même. Oui, c'est ça. Mais par écrit tout le temps. Oui, c'est ça, par écrit. OK. Mais il y a vraiment... Mais les hommes, je veux juste dire que les femmes ont gagné de sortir des stéréotypes collectivement. Tandis que pour les hommes, c'est tellement contraignant qu'ils sont fait tellement traiter de toutes sortes de noms qu'on leur dit, pour sortir des stéréotypes puis porter des robes, nous autres, on a pu porter des pantalons, mais pour sortir, mettre des robes, se maquiller, être coquet, ça y est, tu veux pas être une tapette. Non, c'est pas que je suis trans. Mais non, ils ont été obligés de sortir des stéréotypes un par un, individuellement. Alors que il faut qu'il y ait une libération. PDF Québec, nous, là, 15% des membres sont des hommes. Ils ont compris, que notre organisme qui est mixte, que la libération des femmes, ça veut dire aussi... Ça prend des acteurs hommes. Des hommes aussi. C'est-à-dire que ça passe par une libération collective de corsets dans lequel on enferme et les femmes et les hommes. C'est ça. Puis on parle des trans, je trouve ça important quand même ces gens-là... Ça existe la dysphorie de genre, ça existe des gens qui naissent hommes qui se sentent pas du tout bien dans leur corps, ça existe l'inverse. Comment ces personnes-là font pour trouver une place dans la société? Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens puissent être heureux, acceptés dans leurs différences. Puis là, c'est là que ça amène, c'est dans les nuances et les exceptions que ça devient corsé, en fait. Mais en fait, on a fabriqué une bonne partie de ces personnes-là parce que, comme mes collègues ont dit, on a entretenu la confusion. Pire que ça, la confusion est rendue à l'école. C'est ça qu'on pourrait rentrer. Tous les jeunes sont là-dedans. Ils apprennent un cours d'éducation à la sexualité. Et là, la dissonance cognitive, tout à coup, ils s'en vont à la bibliothèque. C'est une drag queen qui leur fait l'heure du conte. Hyper sexualisée. Et puis, mais pourtant, ça a été quand même acclamé, ça. Il y a une émission sur Tout.tv qui s'appelle Barbada, où c'est une drag queen qui chante à des enfants. Mais la majorité des gens ont accueilli ça comme étant quelque chose de très positif. Mais auprès des enfants, c'est une banalisation de la confusion entre sexe et genre, entre l'expression de genre. Mais eux, ce qu'ils diraient, c'est que là, la drag queen n'est pas là dans un contexte sexuel, elle n'est pas en train de faire un show. Elle fait une éducation musicale. Il y a certains cas, par exemple, on a des images que, c'est ça. C'est très sexuel. C'est pas nécessairement le cas de toutes. Mais avant, les drag queens, c'était au théâtre. Maintenant, ils s'en vont faire des contes dans les bibliothèques pour les enfants. Puis aussi, il faut dire, au théâtre, c'était généralement abus sexuel. C'est un spectacle qui se veut... on enlève des vêtements. Un peu comme le burlesque. C'est du burlesque, c'est ça. Il y a quand même une connotation sexuelle. Oui. Mais moi, ça m'a frappé de voir à quel point ça a été accueilli à bras ouverts. Moi, je pense que l'utilisation, parce que ça fait pas si longtemps que ça, il me semble que ça existe. Que des drags font le compte pour enfants. Font des comptes pour enfants. Mais c'est la grosse chose assez mode. Nouveau. Puis,
sais, j'ai l'impression que c'est vraiment utilisé aussi dans le but de propager une idéologie, parce que souvent, les textes qui vont être utilisés, ben ça va être des textes un peu, justement, de, tu sais, trouve On en c'est quoi ton profite pour expliquer, c'est ça, un peu rentrer dans l'idéologie du genre. Puis, ouais, mais tu sais, il y a, c'est ça, il y a beaucoup de choses comme ça là, qui se font avec les enfants, puis pas nécessairement avec des dragues. Là. Moi, j'ai assisté en tout cas, c'était sur Zoom. J'ai vu c'était aux États-Unis ou au Québec? C'était au Québec, c'était à la Bibliothèque nationale. C'était comme une heure du conte, si tu veux, avec des jeunes enfants. Et c'était pas avec une drag queen, c'était avec une militante d'un organisme là, qui s'appelle Enfants transgenres Canada. Et je sais pas si c'était encore le bon nom. Je pense qu'à un moment donné, ils ont changé de nom, mais en tout cas. C'était une personne qui se disait non-binaire, mais qui était de sexe féminin. Un enfant? Non, la personne qui faisait la personne. Ouais, ben, il y avait eu d'abord le conte qui était présenté, qui était comme une histoire d'un petit gars il se sent pas bien, il pleure tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Puis finalement, à la fin, ben, il veut s'habiller en fille. Puis bon, mais c'était comme une mise en, une introduction, si tu veux, pour aller un peu plus loin après avec cette militante de l'organisme. Et elle a dit, pendant qu'elle parlait aux enfants, tout ça, elle a dit, si vous vous sentez pas bien, tout ça, tu sais, ça, c'était des enfants, genre, je pense, du primaire, là, tu sais, je me suis fait exactement la tranche d'âge. Ouais. Donc, pas encore adolescente. Non, pas encore adolescente. Puis elle disait, si vous vous sentez pas bien, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de pas se sentir bien? Vous pouvez demander à changer de pronom, le prénom. Puis elle a même mentionné, vous pouvez éventuellement changer votre corps. Wow. Donc, ça va très loin, là, tu sais. À des jeunes enfants. C'est à des jeunes enfants. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant, tu sais, pas se sentir bien, tu sais, mettons, dans les jeux, avec ses amis, avec son corps. Ça peut être tellement de choses. C'est tellement vague. Ça peut être aussi lié à des problèmes familiaux. Ça, les parents se séparent. Il peut y avoir tellement de choses. Sociale, tout C'est simplement. ça. Il y a beaucoup de contagion sociale aussi. Si le petit ami à l'école, moi, je suis trans, ben moi aussi, tu sais. Exact. Je veux dire, que ça devient n'importe quoi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport aux drag queens, je dois dire que je préfère garder une réserve pour les drag queens qui lisent des contes pour enfants parce que j'ai pas suffisamment d'informations. Je vais simplement faire un commentaire. Admettons que ce soit simplement un homme déguisé en femme, il n'y a rien de sexuel, il lit des contes comme Cendrillon, rien de particulier. Je vois pas le problème. Seulement, quand je vois l'engouement pour ça en disant ça ouvre les enfants à la diversité, non. Pourquoi non? Je suis désolée, c'est pas ça qui va. C'est pas que ça va les fermer non plus, mais c'est pas vrai que le simple fait que ce soit un homme déguisé en femme qui leur lise va être une grande contribution à leur ouverture d'esprit. Pourquoi pas, en fait? Parce qu'il y a pas de raison que ça suscite... Selon vous, il n'y a pas d'incidence sur l'ouverture que ça va amener à ces enfants-là? Pas une grande incidence. Pour l'enfant, un monsieur déguisant madame, ça va pas plus J'ai l'impression que c'est parce que souvent, ça ouvre la discussion à parler après de l'idéologie. C'est justement là que moi, je serais d'accord avec mes consoeurs pour dire que là, il y a un problème si on commence à avancer vers l'idéologie queer en s'adressant à des enfants. Mais comme je sais pas si c'est généralisé, je vais pas faire cette critique-là. Je vais garder une réserve. Ceci dit, il existe des livres pour enfants, notamment ceux écrits par l'auteur Élise Gravel. C'est vraiment des petits livres destinés aux enfants où elle donne la définition du concept d'identité de genre. Les adultes ne la comprennent pas. Alors, imaginez présenter ça à un enfant. C'est vraiment des livres faits pour des enfants 5-6 ans. Là. Puis, je vais ramener une idée que je pense qu'on peut qualifier de conservatrice. Les enfants, la première chose qu'on doit faire, c'est de leur donner des repères. C'est sûr qu'une fois adultes, il faut qu'ils soient capables de prendre certaines décisions. Ils peuvent remettre en question des normes sociales. On se ferme pas complètement à ça. Mais premièrement,
oui, l'enfant, ses parents doivent lui enseigner, il y a des hommes, il y a des femmes. Toi, tu es un petit garçon, tu vas devenir un homme. D'apprendre ça à un enfant, c'est vraiment lui apprendre quelque chose. Puis c'est lui apprendre quelque chose. C'est pas le courant populaire de l'heure, en fait. Je serais bien curieuse de savoir dans l'ensemble des familles du Québec si c'est Qu'est-ce qui se répand le plus comme idée? Si les parents sont pas effectivement encore à cette pratique parfaitement légitime et normale. 98%. Papa, c'est un homme, maman, c'est une femme. Toi, tu es une petite fille, tu vas devenir une femme comme maman. Puis on ne doit pas priver les enfants de cette connaissance-là. Le sexe auquel ils appartiennent a un paquet d'implications sur leur vie. Puis ce n'est pas vrai que si on apprend à l'enfant s'il est un garçon ou une fille, ça veut dire qu'on lui inculque des stéréotypes de façon rigide. Parce que si on se rend compte, par exemple, qu'on a une fille qui aime pas les robes, qui aime pas les poupées, qui veut jouer au soccer avec les garçons, ben rien n'empêche de lui dire, ben toutes les petites filles sont pas obligées d'être pareilles. T'es une fille. Ça veut pas forcément dire qu'il y a une orientation sexuelle qui va découler de ça, du fait qu'elle est plus tomboy. Ni des stéréotypes de féminité ou de masculinité. Inversement, la même chose pour un petit garçon. Qui a envie de porter les robes de sa sœur. Qui est différent des autres garçons. Il y a aucun problème à lui dire, ben tous les petits garçons sont pas obligés d'être pareils. Tu peux être un garçon différent de ton ami un tel, c'est correct comme ça. C'est d'amener la tolérance. Mais de lui dire, t'aimes ça les robes, t'aimes les pouliches, peut-être que t'es une petite fille, peut-être que t'es une petite fille. Ça me paraît comme, mettons, dans le spectre, on n'est pas dans un équilibre, on est vraiment loin dans déjà suggérer un changement de sexe au primaire. Puis ça se fait de plus en plus souvent. De mention de sexe. De mention, oui, c'est ça. On ne fera pas l'opération en 5 ans. Mais c'est vrai, la mention de sexe, mais on peut la changer carrément sur le certificat de naissance. Oui. Les parents peuvent le faire. Mais après 14 ans, la nouvelle loi, l'enfant, après ses 14 ans, il peut le faire seul. Après 14 ans. Donc, il n'y a pas besoin d'être majeur. Non. Théoriquement, il ne peut pas consentir à une relation sexuelle. Majeurs, ils peuvent contester, là, ça s'en va en cours. Mais ça, il n'y avait pas une loi qui était passée que... Le projet de loi 2, au mois de juin, 8 juin 2022. Mais ça n'enlève pas le droit aux parents d'intervenir dans le... Avant 14 ans, il faut que l'enfant ait la permission du parent ou tuteur. Mais après 14 ans, si un médecin approuve, un psychologue, le parent n'a plus un mot à dire. Pas nécessairement l'approbation, c'est pas dit. Les règlements sont pas encore présentés. Non, c'est ça. OK, donc il y a encore des zones de gris dans la loi 2. Après une loi, il faut mettre... Qu'est-ce qu'ils vont écrire sur le certificat de naissance? Ça va être avec une lettre, sans doute, peut-être X, Y ou M, F pour fille, on ne sait pas. Ça, c'est un règlement qui va l'établir, mais ils s'en vont vers ça. Le ministre l'a déjà annoncé. Mais juste pour être clair, je vais être certaine de bien comprendre, ce projet de loi-là vise ultimement à quoi? Bien, c'était pour la réforme du droit du Code civil pour le droit de la famille. OK. OK. Alors, ils ont réformé. Il y avait au début la GPA, les mères porteuses. Ils l'ont retiré parce que c'était complexe, mais on va le revoir. Dans le prochain gouvernement. Oui, c'est ça. Ben, ça dépend. On verra, oui, bien sûr. On verra. Alors, au début, je précisais que le terme que je voulais développer, c'est entre autres de la confusion. On a parlé beaucoup de confusion. Hein, à la contagion. De la confusion à la contagion. Oui. Ben justement, mais la contagion, elle ne frappe pas beaucoup les adultes. Ah non? Non, c'est surtout les jeunes. Puis, avant, les jeunes, c'était des jeunes garçons préscolaires souvent. Qui désiraient changer, devenir une petite fille. Faire une transition, OK? Et puis là, tout à coup, ça change depuis quelques années. Ce sont les jeunes adolescentes. Aux États-Unis, 70%, ce sont des filles adolescentes. 70% qui désirent ou qui ont fait un changement de mention sur leur certificat. Exactement. C'est en hausse. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que, une hypothèse, en tout cas assez des conclusions, que c'est la motivation, souvent inconsciente, ce n'est pas de devenir des hommes. Non. C'est de ne pas devenir des femmes.
Dans un monde où être une femme peut avoir des enjeux. Il y a toutes sortes de choses à travailler là-dessus. Ouais. OK, c'est pour ça qu'il y a des différences de thérapie, des conceptions, mais il reste qu'un gros problème de contagion. Les transitions à déclenchement rapide pour les filles, rapidement, elles deviennent tout à coup, elles n'étaient pas quand elles étaient petites, tout à coup à l'adolescence, c'est un phénomène social. C'est beaucoup les réseaux sociaux aussi. C'est ça. En 2018, aux États-Unis, 4400% d'augmentation des adolescentes par rapport à la décennie précédente. 4400%. Qui ont désiré faire un changement c'est ça. Changement de sexe ou là, c'est juste un changement de mention de sexe? Changement de... ça commence par une mention, puis après, on s'en va malheureusement vers des opérations. Les bloqueurs, on va en parler, j'imagine. Aux États-Unis, donc, on déconstruit. Il y a une énigme sociale. Comment ça fait, tout à coup, à partir des années 2015, un peu avant, ça monte en flèche un peu partout. Au Canada, la même chose. On transforme, j'en ai parlé, comment Statistique Canada montre qu'il y en a plus qu'avant. Eh bien, la même chose pour l'Angleterre, c'est des 4000%. Au Royaume-Uni, au Québec, ça augmente aussi la même chose. Donc, ça s'observe quand même partout du moins en Occident. En Occident, puis au Québec, il y a une augmentation. En 2020-2021, ça passe un peu plus que 300 à plus de 600, 2021. Pour les 2 premiers mois de l'année 2022, on est rendu à 157. Si on multiplie pour le restant de l'année, on frôle les 900. Donc, chaque année, ça augmente de façon phénoménale. Mais est-ce qu'on Donc, peut un phénomène social en arrière. Mais est-ce que c'est parce que ces gens-là existaient déjà, mais il n'y avait pas une place pour s'exprimer, que là, maintenant, on leur donne la chance pourquoi pas les adultes? Pourquoi les jeunes? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Si Ils sont plus influençables? Est-ce que ce serait ça la... c'est une idéologie, c'est un courant. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y avait toujours eu autant de personnes qui s'identifient comme trans, mais que la différence, c'était que, par exemple, les femmes qui ont 40, 50 ans aujourd'hui ont vécu leur jeunesse à une époque où, oui, elles sentaient qu'elles étaient des garçons, mais elles pouvaient pas le dire. Mais aujourd'hui, elles verraient, maintenant, on peut le dire, c'est accepté. Mais pourquoi il n'y a pas de femmes de ces tranches d'âge-là qui font ce que les anglophones appellent leur coming out? Puis aussi, là, je voudrais ajouter, tu sais, avant ça, les jeunes, par exemple, qui voulaient être de l'autre sexe, il y a 80% que, rendus à l'âge adulte, ça, c'était passé, ils acceptaient leur sexe. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, ils vivaient très bien avec ça. C'est documenté, là. C'est ça. Mais là, depuis qu'on propose une solution médicale, dans le fond... Aux jeunes, puis qu'on les enligne, c'est les thérapies qu'on appelle affirmatives, qu'on les enligne d'abord vers une transition sociale, changement de nom, etc. Puis ensuite, bloqueur de puberté, on parle de... Bon, ça dépend des endroits, mais il y a des endroits aux États-Unis, là, 9 ans. 9 ans? On commence à prendre ces pilules-là qui se veulent... On appelle ça des bloqueurs de puberté parce que ça bloque les hormones. Oui, c'est ça que ça fait? Ça bloque le développement naturel des enfants. Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires connus à ça? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'on sait? Le corps se développe pas comme il devrait se développer. Mais on dit qu'il va reprendre plus tard ce qu'il a mis sur pause. C'est l'ostéoporose. Qu'on connaît, plusieurs femmes. Les organes génitaux je veux dire, tu as tel moment dans ta vie que tu peux développer tes organes génitaux. Si tu bloques ce développement-là, c'est pas vrai qu'il va pas se développer même si on arrête de prendre les bloqueurs à 20 ans, ça se peut qu'il y ait comme quelque chose qui arrive. Parce qu'à 20 ans, tu es déjà rendu aux hormones du sexe opposé, puis tu n'es pas loin des opérations. Exemple, il enlève les seins. Les femmes se sont battues quand il y avait un cancer du sein pour que les médecins arrêtent de charcuter les femmes, leur enlèvent les seins. Maintenant... À 15 ans, tu peux, aux États-Unis, tu peux te faire enlever les seins. Oui, le principe de précaution. C'est ça. Pour l'environnement, on dit principe de précaution, mais pour les enfants, pas de principe de précaution. On ne connaît pas les effets secondaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de détransitionneurs. Bien, on les connaît de plus en plus, mais tu sais, je veux dire, les effets secondaires des seins qui sont coupés, je veux dire... Ça repoussera plus. Ça repoussera pas, là. Puis il y en a qui vont ceux qui
les médecins qui proposent ces chirurgies-là qui vont jusqu'à dire « Ah, ben, elle pourra se faire poser des seins plus tard si elle change d'idée. » C'est pas la même chose que des vrais seins, c'est n'importe quoi. Par rapport aux bloqueurs de puberté aussi, il faut pas négliger la possibilité d'effets psychologiques puis d'effets sur le cheminement du jeune parce que précisément, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'il y ait plus de temps pour réfléchir à s'il veut vraiment ensuite aller vers les hormones de synthèse. Supposé faire une pause. Autres éléments de la transition. Mais ce qui arrive, c'est que c'est un fait connu que les hormones ont une influence sur le rapport qu'on a au monde, le rapport qu'on a à soi-même. Alors, c'est pas vrai que c'est simplement une pause pendant que le jeune réfléchit. Les cartes, là. Ça risque d'avoir une influence sur la décision qu'il va prendre. Ouais. Bon, moi, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, dont Helen Joyce, Abigail Shrier, Ryan T. Anderson, qui est un philosophe états-unien conservateur. J'ai lu un bon nombre de livres. Là, j'ai nommé 3 auteurs. Puis ce qui semble ressortir, quand on regarde les données qu'on a pu obtenir d'enfants qui avaient ce qu'on appelle la dysphorie de genre, donc un malaise profond et persistant avec leur sexe, les enfants qui vivaient avec ça avant l'arrivée de ce qu'on appelle l'approche affirmative, ils étaient suivis par des psychiatres, des spécialistes, puis on se rendait compte que la majorité d'entre eux, quand la puberté arrivait, ils en venaient à accepter leur sexe. Une minorité d'entre eux, en devenant adultes, persistaient à vouloir aller vers la transition. Maintenant, avec les bloqueurs de puberté, pratiquement tous les enfants à qui on donne des bloqueurs de puberté persistent à vouloir faire une transition. Ça a complètement changé la donne. Alors là, quand on regarde ça, il faut quand même se poser des questions et faire preuve de prudence. Il me semble que c'est des raisons suffisantes pour au moins envisager la possibilité que les bloqueurs de puberté viennent influencer la décision de l'enfant et non simplement lui donner plus de temps pour en prendre une. Un enfant qui a 9 ans puis qui commence à prendre des bloqueurs de puberté puis à se changer socialement, Ben, quand il est rendu à 18 ans, là, la moitié de sa vie, il était considéré comme trans. Donc, comment il peut se remettre en question? Ça devient très difficile aussi parce que tu as impliqué toute ta famille, tous des médecins, tout ça. On a fait une petite vedette de lui aussi. Puis des fois, dans certains cas, on a fait une petite vedette. Puis il y en a beaucoup, tu sais, ce qu'on appelle les détransitionneurs qui décident de ne plus l'être. Ben, premièrement, ils ont des impacts physiques qu'ils regrettent énormément. Puis ils ont un regret par rapport à une décision qu'ils ont prise alors qu'ils étaient jeunes, qu'ils étaient mineurs. Et il y en a beaucoup qui ressentent de la honte parce que là, tu sais, c'est comme si pendant toutes ces années-là, c'est ça. Donc, en fait, ça devient très, très... Mais de là, l'importance d'en parler. Ils ont vu leur barbe pousser, là. Et la voix changer. Avec les hormones. Avec les hormones croisées, là. Est-ce que quand elles veulent détransitionner, elles en pleurent? Parce que ça doit être troublant. La voix d'homme reste. Ah, pour vrai? Oui, ils ne reviennent pas avec la voix de femme. Elles ont la même chose, sont obligées de se faire réépiler au laser pour retrouver une peau qui n'a pas de barbe. Qui a l'air féminine. Ben oui, ils essaient de retrouver les dommages. Cette année, pour la fête des mères, la compagnie Calvin Klein a fait une grosse publicité, les nouvelles familles. Alors, tu avais des photos d'un gars qui avait l'air d'un gars, mais en fait, on voyait qu'il avait été... Ça fait du bruit sur les médias sociaux, mutilé, on voyait des coupures, là, du gars, et puis qui était enceint. Enceint, oui. Enceint, alors que c'était une fille, mais on y avait mutilé, on voyait les cicatrices des mutilations. Puis ça, c'était bien populaire. Et puis, il était avec une femme qui, en fait, est un homme... Oui, c'est ça. On a comme un homme trans qui se fait passer pour une femme. Et ça a été la grosse publicité, les nouvelles familles pour le jour de la fête des mères. Oui, c'est là qu'on rentre dans les droits des femmes, en fait. Là, alors, imaginez quand tu arrives avec un livre comme celui-ci, Abigail Shrier, « Dommages irréversibles », eh bien, il y a eu des publicités qui disaient « Volez ce livre,
puis brûlez-le. À ce point-là. Puis est blasphématoire. Il est interdisé de arrangez-vous pour qu'il ne soit pas de publicité dans Amazon. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si dangereux? Ouais, avant, c'était les livres à l'index par l'Église. Oui. Maintenant, c'est un lobby qui fait interdire des livres. Qui est une enquête des personnes. très... Je ne sais pas si on va passer à Radio-Canada maintenant, une de nous trois. Vous êtes des indésirables. Puis on serait chanceuse si on ne se retrouve pas avec... les tomates, on n'en reçoit plus, mais on n'en veut plus parce qu'il y a des hommes qui ont protesté et qui ont été attaqués par des hommes masqués sur la rue Sainte-Catherine et le bras cassé. Alors, là, ça l'a comme le créé bras un cassé. petit froid. On va essayer que ça nous arrive pas. Chris Elston, qui Chris s'appelle. Elston. Ah oui, OK. OK? Mais on a tellement de choses à dire, puis on a encore beaucoup de sujets. C'est tellement rempli, tellement chargé, puis on a touché, tantôt, vous avez mis à toucher un peu à la question de l'importance d'en discuter. C'est ce que vous avez dit. Moi, je suis une ardente défenseur de la liberté d'expression, mes deux consoeurs aussi. Puis, comme là, je trouve quand même ça dommage. Moi, j'aurais aimé ça s'il y avait eu un militant queer ou une féministe de la FFQ avec qui on aurait pu échanger. Mais ils ont tous refusé mes invitations. J'en ai envoyé des invitations. Ils veulent empêcher ces livres-là d'être lus, d'être publiés s'ils peuvent. Puis pourtant, ils disent toujours que nous, on est dans le champ, qu'on dit n'importe quoi. OK, mais c'est ça l'idée de la liberté d'expression. Venez discuter avec nous. Puis répondez à nos arguments, montrez-le qu'on a tort. Mais montrez qu'on a tort. C'est ça. Mais on n'est pas dans une zone où on a le droit de discuter. Puis c'est ça que j'ai trouvé dommage parce que moi, au début, ce que je voulais, c'était organiser un débat. C'est pas la première fois que j'essaie d'organiser des débats. Puis ce que je trouve toujours surprenant, c'est que la pensée marginale est j'ai plus de facilité à avoir des représentants de la pensée marginale à ma table que des gens qui sont dans l'idéologie du moment parce que c'est comme si eux veulent pas débattre. C'est déjà de même. Nous, on est des dinosaures. Je sais pas jusqu'à quel point on est marginal. Parce que moi, quand je parle à des gens bonne question, dans des salons... Mais donc, le courant populaire appuyé par le militantisme et l'idéologie, puis les politiques aussi qui s'en sont mêlés, ça donne l'impression qu'en ce moment, on a juste le droit de penser de même. C'est ça. C'est ça. Mais je veux dire, quand tu parles avec du monde, je veux dire, moi, il y a plein du monde qui me disent « je suis d'accord avec toi », puis ils comprennent pas pourquoi, là, tout à coup... Bien, ça nous amène dans les questions, en fait, par rapport aux droits des femmes. Puis là, on va rentrer dans les questions de la sécurité, parce que je pense que toute la question trans amène une question où on aurait dû avoir une discussion de société autour de ça. Tellement de matière à réflexion dans l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de le couper en deux. Donc, revenez-nous très bientôt pour la suite de cet épisode.